Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Luc Châtel. Luc Châtel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. 4 questions que je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Nathalie Kosciusko-Morizet a-t-elle eu raison d'aller chercher Anne Hidalgo sur le terrain judiciaire? On a toujours raison de demander, de poser des questions sur la vérité. Donc oui. Êtes-vous satisfait du projet de loi annoncé par François Hollande pour éviter la répétition d'affaires comme celle de la crèche Babylou qui a été condamnée pour avoir licencié une salariée voilée? Je pense qu'il faut être ferme sur les principes de laïcité. Et y compris se borner à ce problème de crèche et ne pas élargir, par exemple, aux cliniques, aux maisons de retraite? Ensuite, c'est un sujet suffisamment compliqué pour qu'on prenne du temps et qu'on le fasse de manière, j'allais dire, œcuménique, comme on l'avait fait en 2004 avec la mission de Jacques Barrot. Oui. Voilà. Le choc de simplification administrative est-il une bonne idée? Si ça n'est pas un concept marketing, oui. Les clubs de football doivent-ils échapper à la règle de l'imposition à 75%? Bien sûr, non. Comment expliquez-vous? Plus exactement, oui. Bien sûr, oui. Comme tout le monde. Tout le monde doit échapper à cet impôt. Alors, comment expliquez-vous que Noël Le Graët, qui est le président donc, de la Fédération française de football, ait cru qu'ils allaient y échapper? Est-ce qu'il a pris ses désirs pour des réalités ou est-ce que c'est un nouveau couac? S'il y a cru, j'imagine pas une seconde qu'il n'ait pas eu d'informations et maintenant de Matignon. Donc on voit bien que c'est évidemment un nouveau couac. C'est un nouveau couac qui est assez révélateur d'ailleurs, parce que ça veut dire que le gouvernement n'est pas bien dans sa tête sur cette taxe à 75%. On voit bien qu'il fallait coûte que coûte la réintroduire par n'importe quel moyen. Avec une vraie absurdité, c'est-à-dire que de nouveau on envoie un contre-message vis-à-vis des entreprises et on envoie un contre-message à l'international. Ensuite, on crée une injustice totale puisqu'on cible les entreprises créatrices de richesse, mais on ne cible pas les artistes, les footballeurs, les professions libérales. Et puis enfin, injustice parce que finalement, qui va payer cette taxe? Tout ce qui sera pris aux entreprises au-dessus d'1 million d'euros, ce sera autant moins qui sera distribué aux petits actionnaires, en dividendes ou aux salariés. Donc pour taxer les salariés à haut niveau, on va aller finalement prendre aux autres salariés. Le grand sujet du jour, c'est le projet dit de sécurisation de l'emploi qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Avant de vous faire réagir, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Jean-Luc Mélenchon. Qui représente l'intérêt général de la société? Les députés. Bourdin, je finis. Oui, les élus du peuple. Absolument. Donc le peuple, représenté par ses élus, a son mot à dire d'une manière qui n'est pas liée par l'accord. Et ce sont les députés qui sont là pour le faire. Les élus. Alors il a raison, est-ce que les députés sont liés par l'accord? Non mais les députés, d'abord ont leur mot à dire, bien sûr. Simplement, moi je défends l'idée du contrat plus que de la contrainte. Voilà, je considère qu'il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Nous avons voulu relancer le dialogue social entre 2007 et 2012. Nous avons défendu l'idée de plus de flexibilité et plus de sécurité. Donc moi je considère qu'à partir du moment où il y a un accord entre les partenaires sociaux, même s'il n'est pas parfait, je pense que c'est un premier pas dans la bonne direction. Donc en l'état, je considère qu'il faut voter cet accord. Et vous comprendriez que certains à l'UMP ne le votent pas? Je pense notamment à Henri Guénaud, je crois que... J'ai du mal à le comprendre, Christian, si vous voulez. oui. Parce que la question qu'il faut se poser, aurions-nous fait différemment si nous avions été aux responsabilités? Nous n'aurions pas fait différemment. Puisque cet accord s'inscrit dans la droite ligne de l'accord compétitivité-emploi que nous avions négocié. Il s'inscrit dans la droite ligne des accords de négociation sociale que nous avions lancé. Donc, si nous voulons gagner en crédibilité pour reconquérir le pouvoir, nous devons être cohérents avec nous-mêmes. Oui, nous avons suffisamment de sujets sur lesquels nous pouvons nous opposer au gouvernement. Là, nous avons un sujet où on ne donne pas un blanc-seing au gouvernement, un chèque en blanc. On valide une démarche que nous avions initiée et qui est une démarche partenariale des partenaires sociaux. En parlant de sujet d'opposition, la retraite, les retraites en est un, une hausse de cotisation, puisque c'est l'une des pistes envisagées, peut-elle permettre d'éviter l'augmentation de l'âge du départ à la retraite? Je ne suis pas favorable à une hausse des cotisations, parce que sur les 3 paramètres sur lesquels nous pouvons jouer, l'augmentation des cotisations, la baisse des pensions et l'allongement de la durée de cotisation, nous avons toujours privilégié l'allongement de la durée de cotisation, parce que nous pensons que c'est la solution la moins injuste, et parce que c'est la plus cohérente avec l'allongement de la durée de vie. Donc c'est cette idée-là qu'il faut défendre. C'est-à-dire une retraite à quel âge?
ne peut pas rentrer dans le détail, il faudrait regarder les statistiques de l'espérance de vie. Mais naturellement, il faut expliquer aux Français qu'il faudra travailler plus, plus longtemps, compte tenu de l'augmentation de la durée de vie. Je rappelle que la France est le pays qui a un taux d'activité parmi le plus bas des pays de l'OCDE. Pourquoi ? Parce que nous arrivons sur le marché du travail le plus tard, nous partons du marché du travail le plus tôt, et quand on travaille, on est le pays où le temps de travail est le moins élevé. À un moment, on comprend pourquoi le taux de croissance est au niveau où il est. Qu'est-ce que vous pensez de la modulation des allocations familiales en fonction du revenu ? Je pense qu'il y a de l'hypocrisie à parler de maintien de l'universalité et à taxer à 75%, puisque c'est de l'ordre de ce qui a été évoqué, en gros à retirer 75% des allocations familiales. En plus, on ne sait pas à partir de quel... sur le fond ? On ne sait pas à partir de quel niveau. Est-ce qu'on est riche à partir de 4 000 €, comme le disait François Hollande, c'est-à-dire un couple d'instituteurs. Donc ça, c'est une première question. Deuxième question, moi, compte tenu de la situation, je ne suis pas opposé à un effort sur les allocations familiales. Ce que je pense, c'est que le moins injuste des systèmes serait la fiscalisation. Il est un peu curieux que des hauts revenus, quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois, soit fiscalisé sur ces 10 000 € et ne soit pas fiscalisé sur les 300, 400 € d'allocation familiale dont il bénéficie. Donc ce serait sans doute le moyen de maintenir l'universalité et en même temps d'opérer à une redistribution et donc d'avoir un effort compte tenu de la situation du pays. Le projet d'interdiction du cumul des mandats est examiné demain. Vous êtes maire de Chaumont et j'imagine candidat à votre réélection prochaine municipale. Vous êtes député. Quel mandat allez-vous abandonner si vous y êtes contraint ? D'abord, je verrai quelle sera la proposition du gouvernement. Nous ne la connaissons pas encore. Apparemment, ce sera mandat unique. Oui, enfin, ce sera mandat unique. À quelle échéance ? Le gouvernement a beaucoup changé d'avis sur le sujet. Et on voit bien qu'au sein de la majorité, il y a de profondes divisions entre les barons locaux du PS et les députés de la jeune génération. C'est une mauvaise chose, cette interdiction ? Je suis de ceux à l'UMP qui pensent qu'il va y avoir dans les années qui viennent une évolution des fonctions politiques. Et donc il faudra sans doute aller vers un mandat unique. Simplement, il faut en tirer les conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, il faut sans doute redonner des pouvoirs au Parlement. Beaucoup de parlementaires exercent leurs responsabilités parce qu'ils sont à la tête d'un exécutif. Et donc, ils ont quelque part un contre-pouvoir vis-à-vis du gouvernement. Nous devons réfléchir à une redistribution des pouvoirs au sein du Parlement pour que les parlementaires français aient plus de pouvoir qu'ils n'en ont aujourd'hui et qu'on aligne le Parlement français sur ce qu'il exerce. Moi, je ne suis pas opposé à une évolution vers un non-cumul. Et donc, vous, personnellement, quel choix feriez-vous ? Nous verrons, j'aurai l'occasion de le dire. Vous êtes candidat au municipal ? Écoutez, j'aurai l'occasion de dire prochainement à mes électeurs en avant-première ce que je ferai. C'est quand ? Voilà, après l'été. D'accord. L'UMP tient aujourd'hui une convention jeudi, une convention sur l'autorité. Vous avez parlé de la nécessité d'être audible. Est-ce qu'elle a retrouvé cette audibilité ? Sans doute pas encore. C'est évidemment le fruit d'un enchaînement de circonstances. Les 2 défaites que nous avons enregistrées au printemps dernier. La guerre interne. La tragédie, j'allais dire, la situation désastreuse du mois de novembre à l'UMP. Donc la reconquête sera longue et elle passe par des phases de rendez-vous avec l'opinion, par un travail de fond, d'analyse de nos idées, notre projet, de rencontre avec les Français. D'inventaire s'il le faut, mais pas dans une logique de droit d'inventaire, de bons et mauvais points donnés à Nicolas Sarkozy. Non, plutôt dans une logique prospective, c'est-à-dire sur chaque sujet, réfléchissons quel peut être notre projet pour la France du XXIe siècle, et à partir de cela, regardons sur ces questions ce qu'on a fait de bien, de moins bien, pour en tirer toutes les conséquences. S'il y a une nouvelle élection pour la présidence de l'UMP en septembre, est-ce que le parti ne risque pas de replonger dans les divisions ? C'est une question que nous devrons nous poser. C'est-à-dire que moi, je défends l'application de l'accord qui a permis la sortie de crise entre Jean-François Copé et François Fillon. Sans doute que le moment venu, nous devrons nous poser cette question. C'est-à-dire que comment préserver l'unité du mouvement et donc aller au bout de cet accord, mais en ne retombant pas dans des luttes fratricides. Luc Châtel, je vous remercie. Au revoir et à bientôt.